Je m'appelle Harrison et j'ai 33 ans. Il y a exactement 15 ans, ma propre famille m'a abandonné dans une station-service désolée et écrasée de soleil, au milieu de nulle part, me laissant là sans rien d'autre que les vêtements que je portais. Alors que je me tenais dans la poussière étouffante d'une autoroute du Nebraska, paniqué et me demandant comment j'allais survivre à la nuit, mon frère aîné Julien a ricané dans son téléphone portable et a dit « Voyons si tu arrives à retrouver le chemin de la maison, perdant ». Mes parents, assis à l'avant de notre camionnette familiale, l'ont écouté m'humilier et l'ont simplement laissé raccrocher. Ils sont partis en voiture, me laissant complètement seul, à des kilomètres de toute civilisation, en se disant que cela me forgerait le caractère. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. Ma grand-mère a vu tout ce qu'ils m'ont fait subir au fil des ans, et elle a laissé derrière elle un héritage secret qui finirait par réduire en cendres leur vie parfaite, fausse et lourdement hypothéquée. Et maintenant, 15 ans après m'avoir jeté comme un déchet, ce sont eux qui se tiennent devant ma porte d'entrée, implorant ma clémence. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai fait s'effondrer leur château de cartes, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans la section des commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Revenons maintenant à l'endroit où cette tempête a fini par éclater. C'était un mardi soir, à la fin du mois d'octobre, et la pluie martelait les baies vitrées allant du sol au plafond de mon appartement du centre-ville. Je travaille comme consultant informatique indépendant, m'occupant principalement de cybersécurité, de gestion des données et d'architecture de réseaux d'entreprise. Ma vie est incroyablement calme, incroyablement stable et absolument sans histoire. Je l'ai conçue ainsi exprès. J'ai un revenu solide, un plan d'épargne retraite 401k lourdement financé que j'ai bâti à partir de zéro, et un petit cercle d'amis qui se soucient réellement de savoir si je suis vivant ou mort. Mon téléphone est généralement complètement silencieux après 18 heures, sauf s'il s'agit d'un client très important ou d'une alerte de calendrier automatisé. Je venais de terminer la compilation d'un audit de sécurité massif pour une entreprise de logistique et je me versais un verre d'eau lorsque l'écran de mon téléphone s'est allumé sur l'îlot de la cuisine. Il a commencé à vibrer et ne s'arrêtait plus. Je me suis approché et j'ai regardé l'écran. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu avec un indicatif régional que je n'avais pas vu depuis une décennie et demie. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, un autre appel provenant d'un numéro inconnu différent. Puis un SMS, puis un autre appel. Au moment où j'ai enfin pris mon téléphone pour couper manuellement les notifications, mon écran de verrouillage était une véritable cascade d'alertes. J'ai déverrouillé l'écran, parcourant l'historique avec une sensation croissante d'angoisse qui me nouait l'estomac. Des SMS, des appels manqués, des messages vocaux frénétiques. Je les ai comptés, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Un total de 107 appels manqués. J'ai ouvert le premier SMS. L'indicatif régional provenait de ma ville natale, une banlieue riche et obsédée par l'image, remplie de réunions de copropriété et de pelouses tondues au cordeau, un endroit où j'avais juré de ne plus jamais remettre les pieds. Le message disait « Harrison, s'il te plaît, décroche. C'est maman. Il faut qu'on parle. C'est au sujet de grand-mère. » Je me suis figé complètement. J'ai littéralement senti le sang se retirer de mon visage, laissant ma peau froide et moite. J'ai fixé l'écran brillant, la lumière bleue et crue se reflétant sur la vitre sombre de mon salon. Pendant 15 années douloureuses, j'avais réussi à effacer ces gens de mon existence. Je n'avais ni Facebook, ni Instagram, aucune empreinte publique sur les réseaux sociaux. Je m'étais assuré que mon nom ne soit pas facilement trouvable dans les recherches, à moins d'être un cadre d'entreprise à la recherche d'un consultant informatique indépendant. J'avais construit une forteresse impénétrable autour de ma tranquillité d'esprit. Et en un seul SMS, Brenda, la femme qui m'avait donné la vie, avait trouvé la seule fissure microscopique dans mon armure. Elle avait utilisé le seul mot qui pouvait encore me faire serrer la poitrine. Grand-mère Margaret, ma grand-mère, était la seule personne de toute cette lignée toxique qui m'ait jamais traité comme un être humain et non comme un inconvénient. Quand j'étais enfant, elle me glissait en cachette des billets de 5 $ quand mes parents ne regardaient pas, juste pour me récompenser d'être poli. Elle s'asseyait à côté de moi lors de ces affreux dîners de Thanksgiving où j'étais globalement ignoré, et elle me murmurait par-dessus la purée de pommes de terre, « Tu vois tout, Harrison, ne les laisse pas éteindre ta lumière. » Elle était vive. Elle était profondément observatrice. Et elle savait exactement à quel point mes parents et mes frères et sœurs étaient malveillants.
La pensée qu'elle n'était plus de ce monde m'a frappé comme un coup de poing physique à l'estomac. J'ai dû m'appuyer contre le marbre froid de l'îlot de cuisine pour garder l'équilibre. Mais l'émotion brute s'est rapidement dissipée pour faire place à une logique froide et calculatrice. Je connais ma famille. Je connais les tactiques de manipulation implacables de Brenda. Je connais l'évitement lâche de mon père Richard face à tout ce qui ressemble à un conflit. Et je connais très certainement Julien, mon frère adoré, l'enfant roi, ainsi que Pénélope, ma jeune sœur gâtée et opportuniste. Ils ne font jamais rien par chagrin sincère. Ils ne font rien par amour. Pour eux, l'émotion n'est qu'une monnaie d'échange. C'est un outil extrêmement efficace utilisé strictement pour manipuler une situation et obtenir le résultat souhaité. Je n'ai pas répondu au SMS. Je n'ai pas rappelé. Je me suis assis dans mon fauteuil de bureau ergonomique, regardant la ligne d'horizon de la ville brouillée par la pluie, et j'ai écouté les messages vocaux. Un par un, j'ai laissé leur voix envahir mon sanctuaire. Harrison, c'est Julien. Rappelle maman. Arrête de faire le fantôme et grandis un peu, mec. Sa voix était exactement la même que dans mes souvenirs, dégoulinante de cette supériorité arrogante et illégitime qu'il portait toujours comme une médaille d'honneur. Il me parlait comme à un chien désobéissant. Puis est venue Pénélope. Harry, c'est moi. On a vraiment besoin que tu nous rappelles. Ta nièce veut rencontrer son oncle. Rappelle-nous, c'est vraiment important. Elle ajoutait un enfant que je n'avais même jamais rencontré en guise d'appât émotionnel, accompagné d'un smiley dans un SMS, comme si la photo d'un enfant pouvait effacer toute une vie de maltraitance psychologique. Du Pénélope tout craché, cherchant toujours l'angle le plus lâche. Puis la voix de ma mère a rempli la pièce silencieuse. Harrison, cela fait 15 ans. Quel que soit le grief puéril auquel tu te raccroches, il est temps de tourner la page. Grand-mère est partie. Nous devons discuter de la succession. Appelle-moi immédiatement. La succession. Le voilà, le mot magique. La véritable raison pour laquelle le téléphone sonnait. Ils n'avaient pas passé une décennie et demie à chercher désespérément leur fils perdu parce qu'il leur manquait à table. Ils se fichaient éperdument que j'ai manqué chaque fête, chaque anniversaire, chaque remise de diplôme et chaque événement majeur de ma vie. Ils m'avaient retrouvé parce qu'un avocat, quelque part, leur avait dit qu'ils y étaient absolument obligés. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau en bois. L'audace pure de leur comportement était étouffante. Ils pensaient sincèrement qu'ils pouvaient simplement claquer leurs doigts manucurés, exiger ma présence, et que j'allais accourir, prêt à jouer le personnage effacé, silencieux et obéissant que j'étais autrefois. Ils pensaient que j'étais encore ce gamin brisé de 18 ans. Je pensais que le pire moment de ma vie était derrière moi il y a 15 ans. Je me trompais si lourdement. La véritable guerre ne faisait que commencer. Pour comprendre vraiment pourquoi j'ai tourné le dos à mon propre sang sans jamais me retourner, il faut comprendre la hiérarchie rigide et étouffante de notre dynamique familiale. Dans ma maison d'enfance, l'amour n'était pas un droit. Il n'était pas inconditionnel. L'amour était rationné, soumis à des conditions et exclusivement réservé à Julien et Pénélope. J'étais le frère en trop, celui qui se trouvait là par hasard. Julien était l'aîné, l'enfant d'or. C'était l'athlète du lycée qui n'avait jamais gagné le moindre championnat d'État, mais que mes parents traitaient comme un médaillé d'or olympique. Mes parents ont joyeusement vidé leur compte d'épargne pour financer ses études sans hésiter. À ses 16 ans, ils lui ont acheté une voiture neuve et excessivement chère. Lorsqu'il l'a accidenté 6 mois plus tard parce qu'il conduisait de manière imprudente sous l'emprise de l'alcool, mon père Richard s'est contenté de lui tapoter l'épaule, de payer la franchise d'assurance exorbitante et de lui en acheter une autre. Il faut bien que jeunesse se passe, disait Richard, ignorant complètement le danger dans lequel Julien mettait les autres. Julien flambait constamment l'argent de ses petits boulots d'été, et c'est moi qu'on forçait à l'aider à payer ses mensualités de voiture juste pour maintenir la paix. Puis il y avait Pénélope, la petite dernière, la princesse intouchable. Elle ne pouvait absolument rien faire de mal aux yeux de Brenda et Richard. Si elle cassait un vase de valeur dans le couloir, c'était d'une manière ou d'une autre de ma faute pour l'avoir laissé trop près du bord de la table. Si elle ratait son cours de maths, c'était parce que le professeur était incompétent et s'acharnait sur elle. Quand elle faisait le mur pour aller à des fêtes, c'était moi qu'on forçait à la couvrir, mentant à mes parents pour qu'elle n'ait pas à subir de conséquences. Et puis il y avait moi, Harrison, l'enfant du milieu, l'assistant par défaut. J'étais le bouc émissaire désigné et l'employé de maison non payé.
C'est moi qui tondais l'immense pelouse, nettoyais les gouttières dans le froid glacial et lavais la montagne de vaisselle chaque soir pour que Julien puisse aller à ses soirées étudiantes et Pénélope au centre commercial avec ses amis. Je faisais les corvées sans qu'on me le demande jamais. Mes parents me félicitaient d'une tape creuse sur l'épaule et de cette phrase « Nous n'avons pas à nous soucier de Harrison ». Cela ressemblait à un compliment pour les gens de l'extérieur, mais ce n'en était pas un. Je savais exactement ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'il n'avait à faire aucun effort émotionnel ou financier pour moi. Il n'avait pas besoin de penser à moi. J'étais pratiquement invisible dans ma propre maison. Les choses ont atteint un point de rupture catastrophique l'été de mes 18 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires. Il n'y a pas eu de grande fête pour moi. Il n'y avait pas d'argent pour l'université qui m'attendait sur un compte bancaire. Je prévoyais discrètement d'aller à l'université publique locale et de travailler à plein temps en faisant des doubles services dans un magasin de bricolage pour payer mes études moi-même. Mon père, dans un rare élan mal avisé pour tenter de fabriquer une fausse unité familiale, a décidé que nous devions tous faire un grand voyage en voiture à travers le Midwest. C'était censé être un dernier été ensemble avant que Julien ne retourne dans sa prestigieuse et coûteuse université et que chacun poursuive sa route. Je ne voulais pas y aller. Je savais exactement comment cela se passerait, mais Brenda a fait peser une culpabilité émotionnelle énorme en utilisant sa voix douce et manipulatrice. C'est notre dernière chance d'être une vraie famille sous le même toit, Harrison. Ne sois pas si égoïste et ne gâche pas cela pour ton père. J'ai donc cédé. J'y suis allé. J'ai même proposé d'aider à planifier tout le voyage. J'ai préparé l'itinéraire, tracé le trajet précis et imprimé des directions de secours au cas où le GPS de mon père tomberait en panne. Mais dès que nous avons quitté l'allée de la maison, la réalité de ma position a été violemment réaffirmée. Julien a immédiatement réclamé le siège passager avant à côté de mon père. Pénélope s'est étalée sur la rangée du milieu, se plaignant constamment de la chaleur et imposant sa musique. J'ai été banni tout au fond de la camionnette, coincé douloureusement à côté de nos bagages familiaux et d'une glacière en plastique bon marché qui a fui de l'eau glacée sur mon sac de voyage pendant 3 jours d'affilée. Au moment où nous avons atteint les autoroutes désolées du Nebraska, la tension à l'intérieur du véhicule était devenue absolument insoutenable. Julien s'en prenait à moi sans relâche, Pénélope rouspétait en disant que le motel sentait la vieille climatisation et la déception, et mes parents ignoraient tout cela royalement. Nous nous sommes arrêtés dans une station-service poussiéreuse et isolée juste au bord de l'autoroute, située dans une ville qui ne comptait qu'un seul feu de signalisation clignotant et un restaurant qui semblait ne pas avoir mis sa carte à jour depuis les années 1960. Je vais à l'intérieur pour prendre de l'eau et des collations, ai-je annoncé en détachant ma ceinture de sécurité et en étirant mes jambes engourdies. Mes vêtements étaient humides à cause de la fuite de la glacière. Dépêche-toi et ne nous fais pas attendre, a lancé ma mère sans même se retourner. Je suis entré dans la boutique de la station-service. Il m'a fallu peut-être 5 minutes pour prendre les boissons, payer la caissière apathique et ressortir sous le soleil d'été aveuglant et oppressant. J'ai poussé la lourde porte vitrée, tenant un sac en plastique rempli de bouteilles d'eau. J'ai regardé vers la pompe à essence où notre camionnette grise était garée. Elle n'était plus là. J'ai cligné des yeux, me protégeant de l'éblouissement, pensant que mon père s'était peut-être déplacé vers une place de parking à l'arrière du terrain pour vérifier la pression des pneus. J'ai parcouru tout le parking 2 fois, puis 3 fois. Rien, juste une étendue de goudron craquelé qui cuisait sous la chaleur. Mon cœur a eu un raté étrange et terrifiant. Je suis retourné vers l'entrée principale. La caissière, une femme qui mâchait bruyamment son chewing-gum entre chaque mot, m'observait à travers la vitre avec un drôle d'air. Elle est sortie, vous avez perdu votre voiture? Vous attendez, ai-je marmonné en sortant mon téléphone portable prépayé bon marché de ma poche. Aucun nouveau message, aucun réseau. J'ai marché vers le bord de l'autoroute, tendant mon téléphone bien haut vers le ciel jusqu'à obtenir enfin une seule barre de réseau. 15 minutes angoissantes ont passé, puis 30. La panique s'est fermement installée. J'avais 18 ans. J'avais exactement $20 en poche. Tous mes vêtements, mes papiers d'identité, toute ma vie se trouvait à l'arrière de cette camionnette. J'ai composé le numéro de ma mère. Ça a sonné dans le vide jusqu'à tomber sur la messagerie. J'ai appelé mon père. Messagerie vocale. Finalement, j'ai appelé Julien. À la 3e sonnerie, il a décroché. J'entendais la radio hurler en arrière-plan. Il ricanait.
Julien, vous êtes où? Ai-je demandé, la voix serrée par la peur. Julien a juste ri plus fort et a brusquement raccroché. C'est à ce moment précis que la réalité dévastatrice m'est apparue. Ils avaient fait cela exprès. C'était une farce, ou ce qu'ils défendaient farouchement comme étant une farce. Mon téléphone a sonné. C'était Pénélope. J'ai répondu immédiatement. Voyons si tu arrives à retrouver ton chemin, le nigaud, a-t-elle ricané cruellement avant de couper la communication. Ils trouvaient cela hilarant de m'abandonner. Ils appelaient cela forger le caractère. Je suis resté assis sur le trottoir en béton sale devant cette station-service pendant 3 heures complètes. J'ai regardé chaque voiture passer, espérant désespérément voir notre camionnette faire demi-tour. À la 3e heure, la caissière est sortie et m'a tendu silencieusement une bouteille de soda à l'orange. « Ça va, mon grand ?» a-t-elle demandé doucement. Ce n'était pas le cas, mais j'ai quand même fait oui de la tête. Il ne reviendrait pas. Du moins pas ce jour-là, ni le lendemain. Finalement, un grand semi-remorque est entré sur le parking. Le chauffeur, un homme costaud nommé Hank, est descendu. Son silence était infiniment plus réconfortant que les rires cruels de ma famille lorsqu'il m'a proposé de m'emmener jusqu'à la prochaine grande ville. Je n'ai pas hésité. Je suis monté dans la cabine de ce camion, laissant ma famille derrière moi dans la poussière. J'ai utilisé le peu d'argent qu'il me restait pour acheter un billet de bus vers une ville située 3 états plus loin, là où vivait un ami du lycée, Marcus. J'ai dormi sur son canapé et j'ai pris un travail éreintant de plongeur dans un restaurant. Mon téléphone a vibré sans arrêt pendant la première semaine, puis de moins en moins, puis plus du tout. Quand j'ai fini par consulter ma messagerie vocale, il y avait un message de Brenda, « Ça fait 3 jours. Ça suffit maintenant. Rentre à la maison et arrête de faire des drames. » Des drames? C'était le mot qu'ils utilisaient constamment pour me manipuler et me faire douter de moi chaque fois que j'essayais de m'exprimer ou de dire que cela me faisait de la peine d'être toujours le laissé-pour-compte. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Je ne les ai pas rappelés. Je n'ai pas répondu aux messages. J'ai démonté le téléphone, cassé la carte SIM en 2 et les jeté dans une poubelle. C'est ce jour-là que j'ai choisi de devenir orphelin. Les 15 années suivantes de ma vie ont été brutalement difficiles, mais elles m'appartenaient entièrement. Je n'ai jamais remis les pieds chez moi. J'ai trouvé un emploi de plongeur, puis un second travail de mise en rayon de nuit dans un immense Walmart. J'ai quitté l'appartement de Marcus pour emménager dans un tout petit studio délabré. Je me suis tué au travail, j'ai repris mes études et j'ai discrètement obtenu mon diplôme en ligne. J'ai construit ma carrière étape par étape, au prix d'efforts acharnés. Pas de carte de crédit au nom de mon père. Pas de prêt étudiant co-signé par ma mère. Juste de la distance et un silence complet. J'ai gravi les échelons de l'entreprise, j'ai obtenu un salaire élevé et j'ai fini par me mettre à mon compte en fondant mon propre cabinet de conseil indépendant. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'appréciaient pour ce que j'étais réellement, et non pour les corvées que je pouvais faire pour elles. J'ai complètement arrêté de m'excuser d'exister et j'ai cessé de regarder en arrière. Je suis devenu financièrement invulnérable parce que je n'avais pas le choix. Alors, quand ces 107 appels manqués ont violemment interrompu mon paisible mardi soir, je n'ai pas ressenti le besoin soudain et irrépressible de courir me jeter dans leurs bras toxiques. Je n'ai pas ressenti de nostalgie. J'ai ressenti une profonde méfiance. J'ai attendu une semaine entière. Pendant toute cette semaine, j'ai gardé un téléphone jetable bon marché à portée de main et j'ai simplement observé. Je n'ai pas répondu à un seul message. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux en tant que consultant en données, j'ai cherché la vérité. J'ai commencé à retracer leurs recherches discrètes, leurs requêtes frénétiques en ligne, une visite de profil LinkedIn par Julien ici, un coup d'œil sur Facebook par Pénélope là. Il ne m'a pas fallu longtemps pour rassembler toutes les pièces du puzzle. Les registres publics sont incroyablement faciles d'accès lorsque l'on sait exactement quelle base de données interroger. Il m'a fallu moins de 45 minutes pour confirmer la terrible vérité. Margaret, ma grand-mère adorée, était décédée 3 mois plus tôt. 3 mois. Ils avaient enterré la seule femme qui m'ait jamais témoigné une once de gentillesse, et ils n'avaient même pas pris la peine d'essayer de me contacter. Ils l'avaient laissée descendre dans la tombe sans me donner la chance de me tenir devant sa sépulture et de lui dire au revoir. La rage qui a bouilli en moi à ce moment-là était brûlante et aveuglante.
J'ai serré le bord de mon lourd bureau en chaîne jusqu'à ce que mes articulations deviennent toutes blanches. Mais pourquoi cette urgence soudaine et explosive aujourd'hui? Pourquoi m'appelait-il sans cette fois ce jour-là, 3 mois après les funérailles? J'ai creusé plus profondément, en épluchant les dossiers publics du tribunal des successions du comté. Les 107 appels avaient commencé immédiatement après la lecture officielle du testament. Grand-mère possédait une jolie petite maison entièrement payée en banlieue. Elle avait également un compte d'épargne qui, sans être colossal, était suffisant pour attirer l'attention. Selon les documents juridiques, la succession était actuellement bloquée au tribunal des successions. Il y avait un obstacle juridique majeur. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran lumineux, et un sourire froid et menaçant s'est lentement dessiné sur mon visage. Grand-mère n'avait pas laissé la maison à mes parents. Elle ne l'avait pas laissé à son précieux fils prodige, Julien. Elle n'avait pas laissé un seul centime à Pénélope. Elle avait légué la maison, les économies et l'intégralité de la succession à moi, Harrison, le gamin qu'ils avaient abandonné dans une station-service du Nebraska. Je n'étais plus seulement le fil invisible et banni. J'étais désormais le propriétaire légal très encombrant des biens exacts qu'il voulait désespérément récupérer. Il ne pouvait pas vendre la propriété. Il ne pouvait pas liquider les comptes bancaires. Il ne pouvait absolument rien faire sans ma signature légale explicite et notariée, car j'étais le seul bénéficiaire inscrit sur l'acte. Les 107 appels manqués n'étaient pas des excuses pour 15 ans d'abandon. C'était une négociation frénétique de prise d'otage, et je détenais la seule clé du coffre-fort. Je savais exactement comment ils fonctionnaient. Ils allaient se présenter avec un grand sourire, prétendant que je leur avais manqué, insistant sur le fait que nous n'étions que des enfants à l'époque, et me manipulant pour que j'oublie le passé. Dès le lendemain matin, j'ai mis mon propre plan à exécution. Je n'ai toujours pas répondu à leurs appels incessants. Au lieu de cela, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Monsieur Harrington, l'avocat spécialisé en succession réputé dont le nom figurait sur les documents du tribunal. Cabinet de Monsieur Harrington, bonjour, a répondu la réceptionniste. C'est Harrison à l'appareil, ai-je dit d'une voix calme. Je vous appelle concernant la succession de Margaret. Je crois que vous me cherchez activement. Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil avant que l'avocat lui-même ne reprenne l'appel. Harrison. Oui. Votre famille m'avait assuré qu'elle s'occupait de vous contacter, mais pour être tout à fait franc, leur incapacité totale à vous localiser bloquait l'ensemble de la procédure judiciaire. Nous devons valider le transfert de propriété. Je suis parfaitement au courant, ai-je répondu, ma voix dénuée de toute émotion. Je ne parle pas à ma famille. Toute communication concernant la succession de ma grand-mère passera directement par moi et uniquement par moi. Je veux que tous les documents soient préparés immédiatement. Je mets à jour mon adresse postale auprès de votre cabinet dès à présent. J'ai réservé un vol en première classe pour la ville où je me retrouvais soudainement propriétaire foncier. J'ai préparé une petite valise soignée. Je n'ai dit à Marcus ni à personne d'autre où j'allais. C'était une guerre que je devais mener seul. Quand j'ai atterri dans ma ville natale, l'air m'a semblé exactement le même, lourd, étouffant et empreint de faux-semblants. J'ai loué une voiture, mais je ne me suis pas rendu dans la spacieuse villa de banlieue où vivaient mes parents. Je n'y avais de toute façon jamais eu de véritable foyer. Je me suis rendu directement chez ma grand-mère. Le quartier était incroyablement calme. La maison était petite, méticuleusement propre, et sentait encore légèrement la lavande et le vieux papier. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai pénétré à l'intérieur. Le silence était lourd. Ses affaires étaient encore complètement intactes, mais j'ai remarqué quelque chose immédiatement. Tout était soigneusement emballé dans des cartons empilés dans les coins. Ils avaient déjà mis sa vie en boîte, supposant probablement qu'ils pourraient simplement falsifier ma signature ou m'intimider légalement pour que je leur cède la propriété dès qu'ils m'auraient enfin localisé. Ces photos étaient toutes encore posées sur la cheminée, sauf les miennes. Il n'y avait pas une seule photo de moi, seulement les photos de fin d'études de Julien, celles de bal de Pénélope et des photos de barbecues familiaux auxquels je n'avais même jamais été invité. Je suis resté debout dans ce salon pendant un long moment, mesurant la réalité de mon nouveau pouvoir. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au Wi-Fi et je me suis mis activement au travail. J'ai appelé un serrurier local pour changer immédiatement toutes les serrures des portes et des fenêtres. J'ai déposé une demande de changement d'adresse officielle auprès de la Poste. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de cette propriété, la vendre,
la louer ou peut-être simplement m'y installer quelque temps pour respirer sans le poids de leur présence. Mais une chose était certaine, il n'en obtiendrait pas le moindre centimètre carré. Le lendemain matin, le silence de la maison a été brisé par la sonnerie de mon téléphone jetable. C'était Brenda. J'ai fixé l'écran un instant avant d'accepter l'appel. Je n'ai pas dit bonjour. Harrison, a-t-elle demandé avec prudence. Il y a eu un long silence, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'ai réellement décroché après 15 ans. Je suis resté complètement silencieux, la laissant s'impatienter. Nous ne savions pas que tu revenais, a bégayé Brenda, sa voix débordante d'une fausse sollicitude. Nous pensions que tu étais toujours en colère. Tu aurais pu nous le dire. Nous avions prévu de passer à la maison cette semaine pour discuter. Peut-être trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente ? On y était. Il n'avait absolument jamais été question de grand-mère. Il n'avait jamais été question d'un chagrin sincère. C'était strictement une affaire d'argent. Je suis venu voir la maison, ai-je dit d'un ton plat, ma voix s'apparentant à un mur de glace, et j'ai déjà parlé directement à l'avocat de la succession. Le ton doux et maternel de Brenda a disparu instantanément. Sa voix s'est aiguisée comme une lame. Harrison, ne sois pas difficile. Tu n'es pas le seul petit enfant. Julian et Pénélope n'ont rien reçu, et je pense que nous savons tous les deux exactement pourquoi. J'ai coupé court, lui fermant la bouche. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis, baissant sa voix pour n'être plus qu'un murmure venimeux, elle a sifflé, « Tu ne penses tout de même pas sérieusement garder la maison. Tu nous dois bien plus que ça. » C'est à ce moment précis que le basculement final s'est produit en moi. Peu importait le nombre de postes de direction que j'occuperais, le nombre de diplômes que j'obtiendrais ou la richesse que je bâtirais, il me considérait toujours comme la pièce rapportée, le personnage de second plan qu'ils pouvaient rejeter tout en dormant sur leurs deux oreilles. Si, je le pense et je vais le faire. Je ne vous dois absolument rien, ai-je déclaré fermement. Puis j'ai raccroché. Les représailles ont été immédiates. L'appel suivant est arrivé 20 minutes plus tard, de la part de Julian. Je l'ai laissé sonner. Puis Pénélope a appelé, puis Brenda à nouveau. Je me suis assis à la table de la cuisine, regardant les appels manqués s'accumuler de manière agressive. 108, 110, 111, 112, et puis, exactement comme je l'avais prédit, on a frappé un grand coup mesuré à la porte d'entrée. Ce coup n'était pas frénétique. Il était très contrôlé, comme quelqu'un qui s'efforce désespérément de paraître tout à fait calme et normal. Mais j'avais grandi au cœur de ce chaos toxique. Je savais exactement à quoi ressemblait leur fausse bonne humeur. Je me tenais dans le couloir juste après la cuisine, fixant la lourde porte d'entrée en bois. Une version plus jeune de moi-même, l'adolescent terrifié et abandonné à la station-service, aurait peut-être couru vers cette porte avec un sourire nerveux, espérant qu'il s'excuse enfin, mais ce Harrison a été mort et enterré. J'ai attendu encore 2 coups avant de faire un pas en avant et d'ouvrir la porte principale, laissant la lourde contreporte en métal solidement verrouillée entre nous. Tous les trois se tenaient dehors sur le porche. Julian était vêtu de sa tenue décontractée et arrogante habituelle, les manches retroussées comme s'il s'apprêtait à donner une conférence TED prétentieuse. Pénélope tenait un sac à main de créateur démesuré et un gobelet Starbucks. Et Brenda semblait s'être méticuleusement habillée pour un service religieux auquel elle n'avait pas assisté depuis des années. Harrison, a soufflé Brenda, affichant un sourire radieux et un peu forcé, comme si nous nous étions croisés par hasard au supermarché du coin. Le voilà, a renchéri Julian, affichant une fausse assurance. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Je me suis contenté de les fixer à travers le grillage de la contreporte. Nous voulions juste parler, a continué Brenda, jetant des regards nerveux autour du porche comme si elle était terrifiée à l'idée que les voisins de banlieue n'entendent l'histoire. Mettre les choses au clair. Tu es parti si soudainement après tout ce qui s'est passé. Tu veux dire, après que vous m'avez abandonné, ai-je corrigé froidement, gardant ma main fermement posée sur la poignée de la porte verrouillée. Julian a soupiré bruyamment, se frottant les tempes de façon théâtrale comme si mon traumatisme l'épuisait. Écoute, mec, on était des gamins. C'était une blague stupide. On chahutait, c'est tout. Tu avais 19 ans, ai-je répliqué instantanément. Et je n'étais pas de la partie. Pénélope s'est approchée, son faux sourire vacillant, on a dit qu'on était désolé. Et alors ?
Tu vas vraiment nous rayer de tout pour quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans? J'ai haussé un sourcil, tu veux dire, comme quand vous m'avez exclu de chaque fête, de chaque anniversaire et de chaque nouvelle de la famille. La voix de Brenda a tremblé, jouant la carte de la victime, nous ne savions pas comment te joindre. Vous n'avez eu absolument aucun mal à me trouver dès que le testament de grand-mère a été ouvert, ai-je répliqué. Cela les a frappés de plein fouet. J'ai vu la vérité s'imposer dans les yeux de Brenda, dans la mâchoire crispée et furieuse de Julian, et dans la façon dont Pénélope a soudainement baissé les yeux sur sa tasse de café. Brenda a tenté une autre approche, adoucissant son ton pour instrumentaliser la mémoire de grand-mère, tu sais, grand-mère aurait voulu que nous restions unis. Elle a toujours aimé nous voir tous sous le même toit. Elle m'a légué cette maison, ai-je dit simplement. C'était sa dernière volonté. Julian a fait un pas en avant de manière agressive, posant nonchalamment sa main sur la poignée de la contreporte pour la tester. Elle était fermement verrouillée. Allez, mec. Tu ne vis même pas dans cet état. Tu ne prévois pas de rester ici, n'est-ce pas? Tu pourrais nous céder l'acte. Nous pourrions la vendre, partager l'argent, faire les choses de manière équitable. Équitable. J'ai presque ri à haute voix, comme si l'équité avait déjà pesé dans la moindre de leurs décisions. Comme si c'était équitable d'abandonner son plus jeune frère dans le Nebraska pour lui donner une leçon. Je pense que je vais la garder pour le moment, ai-je répondu sans effort. Pénélope a poussé un grand soupir de dédain, abandonnant son rôle de sœur aimable, tu es sérieux? Tu n'as pas mis les pieds ici depuis des années. Ce n'est pas ta maison. J'ai regardé le carillon suspendu à l'avant-toit, le métal usé tintant doucement dans la brise. J'ai regardé les rosiers roses sauvages que grand-mère avait plantés. J'ai regardé droit dans les yeux furieux de Pénélope, peut-être pas, mais ce n'est certainement pas la tienne non plus. Julian a perdu son calme d'homme d'affaires aisé, le visage déformé par une rage sincère, tu fais une énorme erreur. Si tu fais ça, ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu changeras d'avis. C'est noté, ai-je dit calmement, et j'ai commencé à refermer la lourde porte en bois. Brenda a plaqué sa main contre le montant pour m'en empêcher, Harrison, ne rejette pas ta famille pour une maison. Je me suis appuyé nonchalamment contre le cadre de la porte, regardant ses ongles parfaitement manucurés, vous m'avez déjà rejeté. C'est simplement la toute première fois que vous réalisez que cela pourrait vous coûter quelque chose. Elle m'a fixé dans un silence stupéfait, la bouche bée. Puis, dans un souffle court et vaincu, elle a reculé. Julian a tourné les talons et s'est dirigé vers sa voiture sans un mot de plus. Pénélope est restée un instant, cherchant une réplique cinglante, mais a échoué lamentablement. J'ai refermé la lourde porte, tourné le verrou, et pour la toute première fois en 15 ans, une sensation incroyable et inconnue m'a totalement envahi. Le pouvoir. Il n'avait plus le contrôle. Il ne pouvait plus me culpabiliser. Il ne pouvait plus me manipuler en me faisant croire que j'étais trop sensible ou insignifiant. J'avais gardé le silence, mais je n'avais jamais oublié. Mais je ne me rendais pas compte qu'en les enfermant dehors, je venais de m'enfermer à l'intérieur avec le plus grand et le plus dangereux secret de ma grand-mère. Un secret pour lequel Julian s'apprêtait à me menacer. Un secret qui allait changer le cours de nos vies à tous pour toujours. Plus tard ce soir-là, après avoir verrouillé la lourde porte d'entrée et définitivement exclu ma famille de la maison, le silence intérieur m'a semblé tout autre. Ce n'était plus seulement le calme d'un bâtiment vide. C'était le silence pesant et lourd d'un champ de bataille juste avant le choc final et destructeur. J'ai parcouru la maison pièce par pièce, allumant les lampes anciennes, laissant la lumière chaude et dorée se répandre sur les parquets magnifiquement entretenus. J'ai pris mon temps, m'autorisant à habiter pleinement l'espace. J'ai trouvé les vieilles lettres de ma grand-mère, soigneusement attachées avec de la ficelle de coton dans son secrétaire. J'ai trouvé ses recettes écrites à la main, glissées dans un tiroir de la cuisine, sentant encore légèrement la cannelle et la vanille. J'ai même trouvé une photo que je ne m'attendais absolument pas à voir, cachée tout au fond d'un vieil album en cuir usé dans la chambre d'amis. C'était une photo d'elle et moi lors d'une visite de Noël, riant tous les deux autour de tasses de chocolat chaud pendant que le reste de la famille nous ignorait dans l'autre pièce. Elle ne m'avait pas oublié, alors que les autres avaient activement tenté d'effacer mon existence. Elle m'avait discrètement gardé en vie dans sa maison. Cette nuit-là, j'ai préparé du thé dans sa vieille bouilloire en cuivre, je me suis assis dans son fauteuil rembourré préféré près de la fenêtre du salon, et j'ai laissé le calme m'envelopper. C'est alors que mon téléphone jetable a de nouveau vibré bruyamment contre la table d'appoint en bois. C'était un nouveau numéro non enregistré,
laissant un message vocal. Lorsque j'ai lancé l'écoute, la voix de Julian a retenti violemment à travers le petit haut-parleur. Tu crois avoir gagné quelque chose, Harrison. Tu ne sais même pas ce que tu as entre les mains. Tu crois que grand-mère t'a laissé cette maison par amour. Elle perdait la tête à la fin. Continue de chercher, petit frère. Tu vas regretter d'avoir commencé. J'ai un avocat très influent prêt à lancer une action en justice massive pour contester l'héritage. Nous plaiderons l'abus de faiblesse. Nous allons bloquer cette propriété au tribunal des successions pendant 10 ans. Tu vas tout perdre. Le message s'est arrêté brusquement. Pour la première fois en 15 ans, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait étrangement à de l'excitation. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assis dans le vieux fauteuil de grand-mère, celui dont le coussin à fleurs avait épousé la forme de son corps au fil des ans passés à faire les mots croisés du dimanche, et j'ai écouté le message de Julian en boucle. Tu ne sais même pas ce que tu as entre les mains. Cette phrase s'est gravée en moi. Ce n'était pas de la simple rancune. Il y avait autre chose de dissimulé dans la voix de Julian. Elle sonnait incroyablement tendue, amère et visiblement paniquée. Ce n'était pas du bluff. Il était en colère, certes, mais il se sentait aussi profondément menacé, et c'était une dynamique totalement nouvelle. Julian ne m'avait jamais considéré comme autre chose qu'un fardeau insignifiant. Quoique ma grand-mère m'ait laissé, il ne s'agissait pas uniquement d'immobilier. Le lendemain matin, alors que le soleil pointait à peine derrière les toits de la banlieue, j'ai sorti les lourds cartons de carton que ma mère avait emballés et laissés empilés dans un coin du salon. Ils étaient soigneusement étiquetés de l'écriture obsessionnelle de Brenda, livres, photos, cuisine, les catégories habituelles de la maison. Je les ai fouillés avec une précision méthodique, ouvrant chaque enveloppe, secouant chaque livre et feuilletant chaque cahier à spirale. Cela m'a pris des heures. J'avais les mains couvertes de poussière, le dos endolori, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je savais qu'il y avait là quelque chose qui terrifiait mon frère tant adoré. C'est au milieu d'un grand carton marqué linge et vieille couverture que j'ai fini par trouver quelque chose de très étrange. Glissé à l'intérieur d'une paire de pantoufles encore scellées dans son emballage d'origine, il y avait un carnet noir plat, sans marque, parfaitement intercalé entre des draps de flanelle pliés. À première vue, il ressemblait à un simple registre de dépenses pour les courses ou les factures d'eau et d'électricité. Mais lorsque j'ai ouvert la lourde couverture, la toute première page s'adressait directement à moi, de l'écriture cursive et reconnaissable de ma grand-mère, Harrison, si tu lis ces lignes, c'est que tu es enfin revenu à la maison. Et j'espère de tout cœur que tu es sain et sauf. Je ne leur ai rien dit. Je n'ai rien dit à personne. Mais tu as toujours été celui qui prêtait attention. Tu as vu la vérité quand tous les autres ont choisi de détourner le regard. C'est exactement pour cela que je te laisse tout ceci. Mes mains se sont crispées involontairement sur le bord du papier épais. Les pages suivantes révélaient une réalité à laquelle je ne m'attendais absolument pas dans mes rêves les plus fous. Margaret, ma douce et tranquille grand-mère qui passait ses après-midi à faire des tartes et à assister aux réunions du club de jardinage, avait investi discrètement et de manière très agressive pendant des décennies. Elle avait acheté des actions de premier ordre très lucratives pendant les baisses du marché. Elle avait acquis de l'immobilier commercial dans des quartiers en développement bien avant le boom économique de notre État. Elle avait même financé le démarrage de petites entreprises technologiques des années avant qu'elle ne décolle et ne soit introduite en bourse. Elle n'avait jamais parlé de sa fortune. Elle avait gardé l'ensemble de son patrimoine financier complètement à l'abri des regards, vivant bien en dessous de ses moyens. Elle l'avait évoqué une seule fois, apparemment, devant ma mère, qui l'avait balayé d'un revers de main en y voyant des délires de vieille dame sans jamais chercher à en savoir plus. Mais Margaret n'avait pas été délirante. Loin de là. Elle était riche au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer. La maison dans laquelle je me tenais n'était pas seulement un cadeau sentimental. C'était la clé physique de tout un portefeuille de comptes à l'étranger. L'acte de propriété de la maison s'accompagnait des droits juridiques pleins et entiers sur plusieurs comptes de fiducie massifs, tous liés légalement par le biais d'une société écran ingénieuse que ma grand-mère avait créée au début de sa soixantaine. Et l'unique bénéficiaire incontesté de chaque actif, c'était moi. Pas ma mère, pas Julian, pas Pénélope, juste moi. Il y avait des instructions détaillées, des codes alphanumériques complexes, un numéro de coffre-fort dans une banque prestigieuse du centre-ville, et une petite clé en laiton solidement scotchée sous l'épaisse couverture arrière du carnet. Je me suis adossé à mon fauteuil à fleurs et j'ai laissé échapper un rire, doux et plein d'incrédulité.
Je n'ai pas ri parce que je trouvais la situation amusante. J'ai ri parce que tout prenait enfin un sens parfait et terrifiant. Le désespoir pur dans la voix de Brenda. Le timing exact des 107 appels téléphoniques. La visite agressive sur le porche. Les menaces désespérées de procès de Julien. Il ne voulait absolument pas de cette maison de banlieue. Il voulait les millions de dollars qui y étaient systématiquement rattachés, et ils étaient furieux que le bouc émissaire de la famille se dresse sur leur chemin. Plus tard dans la semaine, j'ai enfilé mon plus beau costume sur mesure, celui que je réserve habituellement pour négocier des contrats de cybersécurité avec de grandes entreprises, et je me suis rendu en centre-ville dans la prestigieuse banque indiquée dans le carnet noir. L'architecture était imposante, tout en sol de marbre et plafond voûté. Je me suis dirigé vers le bureau de gestion de fortune privée et j'ai demandé l'accès au coffre-fort. La directrice, une femme élégante et autoritaire prénommée Clara, a soigneusement vérifié mon identité, comparant mon permis de conduire avec les documents juridiques de succession que je lui fournissais. Par ici, Monsieur Harrison, a dit Clara avec un signe de tête respectueux, ses talons claquant sèchement sur le marbre poli. Elle m'a conduit au plus profond de la zone sécurisée, un environnement conçu pour protéger les secrets des plus fortunés. Le coffre-fort était bien réel. Clara a déverrouillé sa serrure. J'ai inséré la clé en laiton du carnet dans la mienne et le lourd tiroir en métal a glissé. À l'intérieur, j'ai trouvé des piles de documents juridiques originaux, des certificats d'actions estampillés, une clé USB chiffrée contenant l'accès à un portefeuille numérique, et une enveloppe épaisse scellée portant mon nom. J'ai attendu d'être de retour dans la tranquillité sécurisante de la maison pour ouvrir l'enveloppe. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai pris une grande inspiration et j'ai brisé le seau de cire. Mon cher garçon, commençait la lettre. Je ne sais pas où la vie t'a mené après ce jour terrible. Mais si tu lis ceci, j'ai confiance que tu as trouvé le chemin d'une vie heureuse. J'ai toujours su que tu leur survivrais. J'ai vu exactement comment ils te traitaient, et cela me brisait le cœur en 1000 morceaux chaque jour. Mais je savais aussi qu'un jour, ils auraient infiniment plus besoin de toi que tu n'aurais besoin d'eux. J'ai bâti cet empire financier pour toi parce que je croyais en toi quand absolument personne d'autre ne le faisait. Fais en ce que tu veux. Construis quelque chose d'incroyable. Prends un nouveau départ ou respire simplement sans qu'il ne te tire vers le bas. Tu as mérité ta paix. Et souviens-toi, Harrison, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, le silence est la stratégie la plus redoutable. Avec tout mon amour, grand-mère. J'ai pleuré pour la première fois en 15 années incroyablement difficiles. J'ai posé ma tête sur la table en bois de la cuisine et j'ai vraiment, sincèrement pleuré. Mes épaules tremblaient sous la force de 15 ans de chagrin refoulé. Je ne pleurais pas seulement pour les années perdues, mais pour la vérité simple et apaisante que quelqu'un de mon sang m'avait réellement vu. Quelqu'un m'avait aimé sans condition, sans exigence, et m'avait fait suffisamment confiance pour me confier tout un empire. Dès le lendemain matin, j'ai contacté Monsieur Harrington, l'avocat, et j'ai programmé une réunion d'urgence. Je ne voulais pas vendre la maison. Je ne voulais pas liquider les actions. Je voulais tout transférer avec soin, intelligence et fermeté dans une toute nouvelle fiducie inviolable. J'ai demandé à Monsieur Harrington d'établir la fiducie sous un nom d'entreprise complètement différent, en utilisant des administrateurs prête-noms afin que les actifs ne puissent jamais être directement reliés à moi par un membre de ma famille, à moins que je ne le décide explicitement. J'ai passé 4 heures dans son bureau moderne du centre-ville, buvant du mauvais café et signant mon nom sur des dizaines de documents juridiques. J'ai mis en place des protections juridiques draconiennes garantissant qu'il ne pourrait pas toucher au moindre centime de l'héritage sans passer par un labyrinthe de litiges commerciaux. Je me suis transformé en fantôme dans la machine financière. Une fois la forteresse juridique pleinement opérationnelle, j'ai sorti mon téléphone jetable. Il était enfin temps de tendre le piège. J'ai rédigé un message court et ambigu et l'ai envoyé simultanément à Brenda, Julien et Pénélope, venez à la maison demain à midi. Nous devons finaliser l'accord de succession. J'ai cliqué sur envoyer, posé le téléphone sur le comptoir et me suis préparé au combat. C'était un après-midi de samedi parfaitement dégagé lorsqu'ils sont arrivés. Je les ai regardés arriver depuis la fenêtre du salon, me tenant hors de vue derrière les voilages. Ils se sont garés dans le même ordre que la fois précédente. Julien a garé sa Porsche noire rutilante le long du trottoir, descendant avec l'assurance d'un homme fermement convaincu de venir de remporter un marathon éreintant. Brenda et Richard ont suivi dans leur SUV, et Pénélope est arrivée la dernière dans un véhicule familial de luxe,
ses lunettes de soleil de marque relevées dans ses cheveux méticuleusement coiffés. Ils ont remonté l'allée, l'air visiblement fatigué mais incroyablement suffisant. Je pouvais voir les fausses excuses répétées prêtes à franchir leurs lèvres. Ils étaient persuadés que mon SMS signifiait que j'avais enfin cédé sous la pression immense. Ils pensaient que j'allais leur donner les clés, signer l'acte de cession et retourner dans l'ombre où ils estimaient que se trouvait ma juste place. Ils pensaient que l'ordre naturel de notre dynamique familiale toxique était en train de se rétablir. Cette fois-ci, je n'ai pas laissé la contre-porte verrouillée. J'ai grand ouvert la porte principale, j'ai reculé et je leur ai fait signe d'entrer sans un mot. Ils ont pénétré dans la maison de grand-mère comme s'ils en étaient les propriétaires absolus. Ils ont regardé autour d'eux avec des yeux cupides et évaluateurs, calculant mentalement la superficie et la valeur marchande potentielle des parquets et des installations anciennes. Je ne leur ai rien proposé à boire. Je ne leur ai pas demandé comment ils allaient. Je me suis simplement dirigé vers la cuisine et je me suis assis au bout de la lourde table en chêne. J'ai placé le carnet noir de grand-mère juste devant moi, posant mes mains à plat sur le bois verni. J'ai laissé le silence s'installer, lourd et inconfortable, les obligeant à s'asseoir autour de moi. Brenda a été la première à briser la tension. Elle s'est raclée la gorge, m'offrant un sourire fragile et visiblement forcé qui ne touchait pas ses yeux. « Nous sommes si heureux que tu nous aies enfin appelés, Harrison. Cela a été très difficile de la perdre. Nous avons beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous au fil des ans, et nous voulons simplement aller de l'avant en tant que famille. » J'ai hoché la tête lentement, le visage totalement impassible. Ça a été difficile, en effet. Julian s'est avancé brusquement, croisant ses mains sur la table. Il a immédiatement abandonné le ton sentimental. « Bon, passons aux choses sérieuses. Nous avons appris des choses de la part du tribunal des successions concernant la fiducie et la maison. On s'est dit que tu avais fini par réaliser que tu étais complètement dépassé. Nous avons apporté un projet de contrat. Nous pouvons parvenir à un accord financier équitable ici, tout de suite, et s'éviter un procès public fastidieux. » Pénélope, toujours l'opportuniste désespéré, s'est empressé de se joindre à la conversation. « Tu as toujours été le plus intelligent, Harry. Personne ne dit que tu ne mérites pas un petit quelque chose pour ta peine. Mais c'était l'argent de grand-mère. Elle nous aimait tous de la même manière. Elle ne voudrait absolument pas voir ses petits-enfants se déchirer pour de l'argent. Nous pouvons t'accorder 20% de la vente de la maison. Tu pourras l'utiliser pour payer tes dettes ou peut-être l'ajouter à un salaire correct si ta petite affaire d'informatique bat de l'aile. Pense à mes enfants, Harry. Nous devons garantir leur avenir universitaire. » J'ai regardé Pénélope, puis Julian, et enfin ma mère. Mon rythme cardiaque était parfaitement régulier. Le rapport de force dans la pièce s'était inversé, et il n'en avait absolument pas conscience. « Elle ne vous a rien laissé ?» ai-je dit doucement, les mots tombant comme des pierres lourdes dans une eau calme. Brenda a tressailli violemment, son masque de politesse s'effondrant complètement. Elle a commis une terrible erreur. Elle était malade, Harrison. Sa tête s'en allait. L'avocat a profité d'elle. J'ai secoué la tête, tapotant mon index contre le carnet noir. Non, elle était plus lucide que vous tous réunis. Elle a fait un choix délibéré et réfléchi. Le ton de Julian est devenu extrêmement dur, sa condescendance reprenant le dessus instantanément. « Tu te crois supérieur à nous maintenant? Tu penses que parce que ton nom est sur un bout de papier, tu as soudainement le dessus? Je gagne plus en un mois que tu n'en gagnes probablement en un an. Tu n'es rien. Tu es un technicien informatique de pacotille qui prend notre héritage en otage. Je ne me crois pas supérieur à vous, ai-je répondu calmement, plongeant mes yeux dans les siens. Je sais simplement que j'ai toujours valu mieux que la façon dont vous m'avez traité. » Pénélope a levé les yeux au ciel de façon théâtrale, laissant échapper un grand soupir exaspéré. « Oh mon Dieu, c'est reparti. Et alors? Tu vas vraiment priver ta propre famille pour une bêtise survenue il y a 15 ans? Grandis un peu. » J'avais 18 ans, ai-je répliqué, ma voix coupant le silence de la pièce comme une lame de rasoir. Vous m'avez sciemment abandonné dans une station-service perdue au milieu de nulle part et vous êtes parti en riant. J'ai dormi dans le camion d'un inconnu cette nuit-là. J'ai mangé des biscuits rassis pour mon dîner. J'aurais pu être tué. J'aurais pu disparaître sans laisser de traces, et absolument aucun d'entre vous ne s'en serait soucié ni ne l'aurait su avant des semaines. Vous m'avez abandonné. Ce n'est pas une farce. Ce n'est pas une passade. C'est la limite exacte que vous avez tracée. J'ai simplement fini par respecter vos limites.
la lèvre inférieure de Brenda a tremblé et elle a tendu le bras à travers la table, tentant de me prendre la main pour utiliser son arme ultime de culpabilisation maternelle. « Harrison, s'il te plaît. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas mon téléphone jetable. C'était mon numéro professionnel principal. J'ai regardé l'identité de l'appelant et j'ai souri. Le timing était absolument parfait. « Excusez-moi », ai-je dit nonchalamment en me levant légèrement. « Je dois prendre cet appel. » J'ai glissé le doigt pour répondre et j'ai mis le haut-parleur, posant l'appareil directement au centre de la table de la cuisine pour que tout le monde puisse entendre. « Harrison, c'est Silas. » Une voix rauque et fatiguée a résonné bruyamment dans la cuisine silencieuse. Le visage de Julian a instantanément perdu toutes ses couleurs. Il s'est figé complètement, les yeux rivés sur l'écran brillant du téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Silas était le détective privé hors de prix que Julian avait discrètement engagé pour trouver des éléments compromettants sur moi. Julian pensait être malin, mais Silas était un mercenaire. Lorsque Silas avait commencé ses recherches et découvert la grande entreprise de cybersécurité que je possédais ainsi que la fiducie de plusieurs millions de dollars rattachés à mon nom, il avait compris que Julian ne pourrait jamais payer sa facture finale. Silas m'avait donc appelé il y a 2 jours, et je lui avais proposé de tripler son tarif pour qu'il me remette toutes les informations qu'il avait rassemblées sur mon frère prodigue. « Je t'écoute, Silas. »« Tu es sur haut-parleur » ai-je dit calmement, en me rasseyant dans mon fauteuil. « Ouais, alors je regarde les rapports financiers que tu as demandés sur Julian, » a dit Silas, sans savoir qu'il avait un public horrifié dans la pièce. Le gars cool, Harrison. Il est endetté jusqu'au cou. La promotion dont il s'est vanté sur LinkedIn n'a jamais eu lieu. Il fait face à un divorce très lourd parce que sa femme l'a pris en flagrant délit d'adultère avec son assistante, et il esquive activement les appels de 3 organismes de recouvrement différents. Julian s'est redressé brusquement de sa chaise, celle-ci grinçant violemment sur le parquet. « Tais-toi. Raccroche ce téléphone. » J'ai levé la main, faisant signe à Silas de continuer malgré les cris. « Et pour la voiture, Silas ?» Oh, la Porsche. Silas a ri d'un rire rauque de fumeur, c'est une location longue durée professionnelle. Il a manqué les 4 derniers paiements. En fait, mon pote de l'agence de saisie vient de m'envoyer un SMS. La dépanneuse vient de la remorquer devant chez toi il y a environ 2 minutes. Julian a poussé un cri étouffé de pure panique. Il s'est précipité hors de la cuisine, a ouvert la porte d'entrée et a couru sur la pelouse. Nous l'entendions tous hurler frénétiquement sur le chauffeur de la dépanneuse. J'ai mis fin à l'appel avec Silas calmement et j'ai regardé à nouveau de l'autre côté de la table. Pénélope était assise, la bouche grande ouverte de stupeur. Brenda semblait sur le point de vomir. Richard fixait ses mains, totalement abattu par la réalité de son fils préféré. J'ai plongé la main dans ma sacoche en cuir posée au sol et j'ai sorti un dossier cartonné épais. Il contenait le rapport financier que Silas avait préparé, avec les historiques de crédit et les assignations en justice. Je l'ai jeté négligemment au milieu de la table de la cuisine. Il a atterri avec un bruit lourd et satisfaisant. Julian est complètement ruiné, ai-je expliqué calmement, observant la terrible réalité se peindre sur les visages de mes parents. Il est noyé sous les dettes. Son mariage est terminé et il avait désespérément besoin de la succession de grand-mère pour s'éviter la faillite. Il voulait me forcer à céder la maison pour voler mon héritage afin de couvrir ses nombreux échecs. Et toi, Brenda, tu allais le laisser faire parce que c'est l'enfant prodige. Harrison, nous ne savions pas, a chuchoté Brenda, des larmes coulant enfin sur ses joues lourdement fardées. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret pour m'avoir abandonné. C'étaient des larmes de pure humiliation parce que leur image de famille parfaite venait de voler en éclats. Vous ne savez jamais rien à moins que cela ne vous serve, ai-je répondu froidement. Vous avez toujours misé sur le mauvais cheval. Vous avez rejeté le fils qui aurait réellement pris soin de vous, le tout pour protéger celui qui est actuellement en train de hurler sur un dépanneur dans la rue. La porte d'entrée s'est ouverte avec une violence inouïe et Julian a fait irruption dans la maison. Ses cheveux impeccablement coiffés étaient en bataille, son visage était rouge de colère et sa veste de costume de marque était froissée et tachée de sueur. Il avait l'air totalement désaxé. La dépanneuse était partie avec son faux symbole de réussite, le laissant bloqué en banlieue. Il a marché droit vers la cuisine et a pointé un doigt tremblant vers mon visage. « Tu m'as piégé. Tu as tout planifié depuis le début » a hurlé Julian, la voix brisée par l'hystérie, de la salive volant de ses lèvres. «
Tu as payé ce détective privé pour me détruire. Je ne t'ai pas endetté, Julian, ai-je déclaré calmement, restant parfaitement assis au bout de la table. Je ne t'ai pas forcé à louer une voiture de luxe que tu ne pouvais pas te payer. Je ne t'ai pas forcé à mentir sur ta carrière, et je ne t'ai certainement pas forcé à tromper ta femme et à provoquer un divorce. J'ai simplement arrêté de te laisser cacher tes échecs derrière mon silence. Tu t'es fait cela tout seul. Je vais te détruire devant les tribunaux, a hurlé Julian, frappant du poing sur la table de la cuisine si fort que les tasses à café en ont tremblé. J'engagerai les meilleurs avocats de l'État. Je bloquerai cette succession dans des procédures pendant les 10 prochaines années. Je prouverai que tu as manipulé une vieille dame malade. Tu ne verras jamais un centime de cet héritage. Je me suis levé lentement de table. J'ai pris le carnet noir de grand-mère et l'enveloppe scellée, les serrant contre ma poitrine. J'ai regardé droit dans les yeux injectés de sang et furieux de Julian, et je n'ai pas ressenti la moindre peur. Je n'ai ressenti qu'une profonde pitié. Tu n'as pas de quoi payer un avocat pour une contravention, encore moins pour une bataille de succession de 10 ans, ai-je dit doucement, portant le coup fatal avec une précision chirurgicale. Et même si tu trouvais un avocat prêt à prendre ton dossier perdu d'avance au résultat, cela ne changerait rien. Les actifs ne sont plus là. Brenda a poussé un soupir de stupeur, portant la main à sa bouche. Julian s'est figé. Qu'est-ce que tu veux dire par « ils ne sont plus là » a-t-il demandé dans un murmure terrifié. Je veux dire que j'ai rencontré Monsieur Harrington il y a 3 jours, ai-je expliqué, savourant le désespoir absolu qui s'emparait de leur visage. Tous les actifs, les actions, l'immobilier commercial, les comptes bancaires et l'acte de cette maison ont été légalement transférés dans une fiducie aveugle irrévocable. Je ne suis plus le propriétaire direct. Tu ne peux pas me poursuivre pour des biens que je ne possède techniquement plus. L'argent est légalement intouchable, protégé par des structures d'entreprise. Tu as perdu, Julian. Tu as absolument et définitivement perdu. Le silence qui a suivi était étouffant. La réalité de la situation a fini par balayer les dernières traces de son arrogance. Il a reculé, butant contre le comptoir de la cuisine, cherchant son souffle comme si la pièce s'était soudainement vidée de son air. Son empire de façade s'était effondré, et c'est moi qui tenais la masse. J'ai regardé les 4 personnes qui se tenaient dans la cuisine de ma grand-mère. Ils semblaient incroyablement petits. Ils semblaient pathétiques. Ils n'étaient plus les monstres terrifiants de mes cauchemars d'enfance. C'étaient simplement des gens tristes, brisés et profondément imparfaits, vivant totalement dans une illusion qu'ils s'étaient eux-mêmes créée. C'est ici que ça s'arrête, ai-je déclaré fermement, tendant le bras vers le couloir d'entrée. Quoi que vous pensiez pouvoir obtenir de cette maison, oubliez-le. C'est terminé. Sortez de chez moi. Et si l'un d'entre vous tente de me contacter à nouveau, si vous vous présentez sur ma propriété ou si vous essayez de traîner mon nom dans la boue, je demanderai à mes avocats d'engager une procédure pour harcèlement et diffamation si rapidement que cela achèvera de ruiner le peu de fonds qu'il vous reste. Ils n'ont pas cherché à lutter. Il ne leur restait plus aucune force pour se battre. Brenda pleurait doucement dans ses mains tandis que Richard, paraissant 20 ans de plus qu'à son arrivée, la guidait doucement par le coude vers la sortie. Pénélope s'est pratiquement enfuie de la maison, désireuse de se détacher au plus vite du naufrage de Julian avant que sa ruine financière ne finisse par l'atteindre elle aussi. Julian a été le dernier à partir. Il a traîné les pieds sur le parquet, les épaules tombantes, complètement et définitivement anéanti. Je les ai suivis sur le porche. Je les ai regardés monter dans le SUV de Richard, s'entassant tous ensemble à l'arrière puisque Julian n'avait plus de voiture. J'ai attendu que le véhicule fasse marche arrière dans l'allée et disparaisse au tournant de la rue. Puis je suis retourné à l'intérieur, j'ai refermé la lourde porte en bois et j'ai tourné le verrou. Et cette fois-ci, absolument plus personne ne s'est jamais présenté pour y frapper. 6 mois ont passé, 6 mois calmes et remarquablement paisibles. J'ai décidé de m'installer définitivement dans la maison. J'ai engagé un entrepreneur local et j'ai passé le printemps à la rénover entièrement, installant des équipements modernes dans la cuisine et créant un grand bureau de travail dans ce qui était autrefois la pièce de couture de ma grand-mère. J'ai recommencé à fréquenter des gens, des personnes qui n'avaient aucune idée de mon passé tumultueux. J'ai trouvé une paix véritable dans des gestes simples et quotidiens, arroser les rosiers sauvages du jardin de devant chaque matin, écouter de vieux disques de jazz sur sa chaîne stéréo ancienne et parcourir ses livres de cuisine méticuleusement classés. Puis, un mardi après-midi au début de l'automne, mon téléphone a vibré. C'était un long SMS provenant d'un numéro inconnu,
mais le ton paniqué et désespéré était tout à fait reconnaissable. C'était Pénélope, Harry, s'il te plaît. C'est Pénélope. Ne me bloque pas. Je suis désespéré. Julien vit dans le sous-sol de papa et maman. Ils ont pris une deuxième hypothèque sur leur maison pour payer son avocat de divorce et éponger ses dettes. C'est un cauchemar absolu ici. Maman pleure toute la journée. S'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour les frais de justice pour la garde de mes enfants. Mon mari m'a quitté. Mes enfants ont besoin que leur avenir universitaire soit assuré. Je sais que tu as caché l'héritage. Si tu me donnes juste 10%, je te jure que je ne t'embêterai plus jamais. Je te donnerai même tous les SMS qui prouvent que Julien avait prévu de falsifier ta signature sur l'acte de la maison. S'il te plaît, Harry, aide-moi. J'étais assis dans mon nouveau bureau, lisant ce long pavé de texte. C'était la trahison ultime et prévisible. Pénélope était tout à fait prête à vendre nos parents et notre frère pour obtenir de l'argent rapidement. Elle n'avait de loyauté envers personne d'autre qu'elle-même. Je ne lui ai pas répondu. À la place, j'ai fait une capture d'écran de l'intégralité de son message de trahison. J'ai ouvert la liste des contacts bloqués sur mon téléphone, j'ai temporairement débloqué ma mère, mon père et Julien, et j'ai créé un tout nouveau groupe de discussion. J'y ai joint la capture d'écran du message désespéré et traître de Pénélope pour qu'ils puissent tous le lire. J'ai écrit une seule phrase, « Profitez bien de votre famille ». J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai définitivement supprimé le groupe, j'ai contacté mon opérateur pour changer complètement de numéro de téléphone et j'ai jeté l'ancienne carte SIM dans le broyeur de l'évier. Je les ai laissés s'effondrer. Je les ai laissés s'entre-déchirer dans cette maison toxique et lourdement hypothéquée. Ce n'était plus mon cirque, et ils n'étaient plus mes singes. Le soir qui a suivi l'envoi de ce dernier message destructeur à ma famille biologique, le ciel au-dessus de la banlieue a pris une magnifique teinte pourpre et or. Je suis sorti sur le porche arrière, tenant une tasse fumante de chocolat chaud à la menthe préparée exactement comme grand-mère le faisait, à partir de zéro, avec de la crème entière et du chocolat noir râpé. Je me suis assis sur les marches en bois, respirant l'air frais de la soirée. Le carillon tintait doucement au-dessus de ma tête, une mélodie métallique et douce qui sonnait comme une bénédiction. Pour la toute première fois de ma vie, je me sentais totalement, indéniablement libre. La chaîne invisible et lourde que je traînais derrière moi depuis ce jour terrible dans la station-service poussiéreuse du Nebraska était enfin brisée. Je ne fuyais plus mon passé. Je l'avais affronté, démantelé et enterré. La guérison n'est pas un processus linéaire. Elle ne se fait pas du jour au lendemain simplement parce que l'on remporte une confrontation spectaculaire ou que l'on hérite d'un compte en banque bien rempli. Le traumatisme d'avoir été l'enfant invisible, le bouc émissaire contraint de s'effacer pour faire de la place aux égaux des autres, laisse des cicatrices psychologiques profondes qui demandent un travail quotidien et conscient pour être surmonté. Mais cet héritage ne m'a pas seulement apporté la sécurité financière. Il m'a donné le bouclier ultime et inviolable. Il m'a donné le pouvoir absolu de faire respecter définitivement mes limites sans craindre de représailles ou de manipulation. Au cours de ces 15 dernières années, et particulièrement de ces 6 derniers mois, j'ai appris une vérité fondamentale sur les relations humaines. J'ai appris que la famille ne se définit absolument pas par les liens du sang. Le sang fait simplement de vous des parents biologiques. C'est la loyauté, le respect, le soutien mutuel et l'amour inconditionnel qui font de vous une véritable famille. J'ai choisi ma famille. J'ai choisi Marcus, l'ami qui m'a laissé dormir sur son canapé inconfortable quand je n'avais absolument rien à mon nom. J'ai choisi mes mentors professionnels et mes collègues, ceux qui ont célébré mes réussites professionnelles et m'ont soutenu tout au long de ces années de reconstruction à partir de rien. J'ai choisi de m'entourer exclusivement de personnes qui ne considéraient pas mon existence comme un fardeau ou comme une occasion d'exploitation financière. Ma vie est calme à présent, mais elle est riche des choses qui comptent vraiment. Je dirige mon entreprise de cybersécurité depuis le confort de l'ancienne pièce de couture de ma grand-mère. J'utilise une partie de la fiducie pour financer discrètement des bourses d'études pour des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes qui savent exactement ce que l'on ressent lorsqu'on est abandonné par les personnes qui étaient censées vous protéger. J'ai construit une vie dont Margaret serait incroyablement fière. Plus tard cette nuit-là, je rangeais une pile de vieux livres de cuisine de ma grand-mère dans le garde-manger de la cuisine fraîchement rénovée. Alors que je glissais le dernier lourd ouvrage sur l'étagère en bois, un petit post-it jaune et usé s'est échappé d'entre les pages jaunies et est tombé doucement sur le carrelage. Je me suis penché et je l'ai ramassé. C'était écrit de l'écriture tremblante mais élégante de ma grand-mère.
Ce n'était pas une recette. Ce n'était pas un code financier caché ou l'indice d'un autre coffre-fort. C'était simplement 5 mots écrits à l'encre bleue, « Je suis fier de toi ». J'ai serré ce petit bout de papier contre ma poitrine, fermant les yeux très fort alors qu'une nouvelle vague d'émotions m'envahissait. Je n'avais pas besoin des millions de dollars de la fiducie à l'étranger. Je n'avais pas besoin de cette grande maison de banlieue ou du portefeuille immobilier commercial. Ces 5 mots étaient le véritable héritage. Ils étaient la reconnaissance que j'avais désespérément attendue durant toute mon enfance, enfin offerte au moment où j'en avais le plus besoin. Elle avait vu l'homme que j'allais devenir bien avant que je ne sache moi-même comment survivre seul. Je n'étais plus le laissé pour compte. J'étais celui qui avait survécu. J'étais celui qui avait brisé le cycle. Arrêtons-nous un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en laissant le chiffre 1 en commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous avez suivi mon histoire jusqu'à ce point. Cela aide non seulement d'autres personnes à découvrir ce récit, mais cela me montre aussi que ce que j'ai vécu résonne chez quelqu'un. Votre soutien est ma plus belle source de motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû vous éloigner des personnes qui étaient censées vous protéger, simplement pour vous sauver vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Rappelez-vous, fixer des limites n'est pas un acte de cruauté. C'est le geste ultime de préservation de soi. Restez fort, protégez votre paix intérieure à tout prix, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.